Et je voudrais à tous les quatre vous poser une première question qui fait écho à l'introduction que je donnais. Est-ce que vous avez le sentiment que ce principe d'égalité, c'est un principe aujourd'hui qui est encore suffisamment fédérateur, en tout cas qui regroupe des catégories stables et larges, ou est-ce qu'on construit de nouvelles alliances? Vous avez déjà le micro, vous êtes prêt à parler, Philippe, allez-y. Éventuellement. D'abord, peut-être un chiffre. Dans notre pays, nous avons à peu près 16% de la population qui est en situation de précarité, c'est-à-dire près de 11 millions de personnes. Et au moment où nous parlons, nous voyons que, et Madame la Ministre vient de l'évoquer, beaucoup d'efforts ont été faits pendant la crise sanitaire pour préserver une situation qui était difficile, qui a été rendue extrêmement excessive pour beaucoup de jeunes, beaucoup de travailleurs pauvres, beaucoup de personnes âgées qui sont venues à la rencontre de nos structures associatives depuis 2 ans. On le voit également, les questions de logement, les questions d'énergie ont pris une place très importante et on le voit y compris dans la crise que nous vivons actuellement et qui est aussi devant nous pour une partie de l'avenir. Donc évidemment, la lutte contre les inégalités, c'est notre engagement du quotidien dans la distribution que nous faisons auprès des populations les plus précaires. Et l'enjeu, c'est pas seulement le bien matériel, mais c'est la capacité qu'on a à remettre la dignité de la personne et la réponse à la personne en lui donnant des outils pour qu'elle-même puisse sortir d'une situation de précarité. Et je crois que ça, c'est un des défis dans la lutte contre la précarité, qui est la mobilisation des personnes qui, à un moment de leur vie, sont touchées par une situation de pauvreté. Et je crois que cette question de l'émancipation des personnes, la dignité, de l'accompagnement, elle est essentielle parce qu'il faut prendre en compte la globalité de la personne. On voit bien que derrière les questions sociales apparaissent des questions sanitaires, que derrière des questions de santé apparaissent des questions de rupture par rapport à des origines ou à des difficultés. Et donc c'est la prise en compte de la globalité de la personne et prendre en compte la personne humaine qui est devant nous. C'est ce défi-là qui permet de lutter contre les inégalités. Merci beaucoup, on va y revenir évidemment. Dignité, émancipation. Réjeanne Sénac, sur cette question des alliances qui sont en train de bouger et de comment je me situe moi-même face à cette question des inégalités. Alors tout d'abord, je vais dire d'où je parle et à partir de quels matériaux, puisque je suis la chercheuse du groupe. Moi, c'est à partir d'entretiens qualitatifs. Donc on n'est pas dans les données quantitatives telles qu'on a pu les présenter auparavant, qui ont bien sûr tout à fait leur utilité. Moi, ce qui m'intéressait dans ma dernière recherche, c'est d'essayer de comprendre justement si et de quelle manière il pouvait y avoir convergence des luttes, une expression qui est bien connue, au sein des mobilisations contemporaines contre les injustices. Donc j'ai interviewé 130 responsables d'associations et activistes, à la fois pour la justice sociale, luttant contre la pauvreté, mais aussi contre le sexisme, le racisme, pour l'écologie, et j'ai aussi interviewé des responsables d'associations antispécistes. Moi, mon hypothèse, qui était une hypothèse assez classique, c'était que l'horizon d'égalité pouvait faire justement convergence entre toutes ces mobilisations. Et pour le dire rapidement, je posais ma première question, c'était j'aimerais que vous me disiez le rôle du principe d'égalité dans votre engagement. Et la réponse systématiquement, c'était de me dire en fait, je me suis engagée pour lutter contre les inégalités, pour lutter contre les injustices. Avec une suspicion vis-à-vis d'un principe d'égalité qui serait un principe d'égalité un peu éthéré, abstrait, et qui aurait occulté pendant des siècles le fait que ce principe d'égalité du pays des droits de l'homme, il n'a été appliqué juridiquement, légalement, qu'à un certain groupe de la population, les frères en France, qui ne comprenaient ni les femmes, vous le savez, hier c'était la Journée internationale des droits des femmes. En France, les femmes ont obtenu le droit de vote qu'après la Seconde Guerre mondiale, et obtenu le droit de choisir leur métier que dans les années 60-70. Et puis on a pu justifier la colonisation. Voilà. Bon. Donc il y a vraiment l'idée que lié à notre histoire, le rapport au principe d'égalité est un rapport de défiance. De la même manière qu'il y a tout ce qui est perçu comme de la généralisation ou des corps intermédiaires, la démocratie représentative. Donc le premier mouvement, comme vous l'avez dit, c'est un mouvement de reconnaissance des inégalités, de reconnaissance
de la dignité, de la spécificité des vécus, mais c'est pas pour autant que ça doit être perçu comme de la segmentation ou de la défense d'intérêts personnels. Ce qu'on voit avec MeToo, ce qu'on voit avec les mouvements de place, c'est quoi? C'est cette idée, et Rosan Vallon le travaille dans son dernier ouvrage en particulier, qu'à travers les expériences personnelles, ce qui est dit, c'est en quoi le fait de subir des agressions ou des violences sexistes ou sexuelles, ou des violences policières, ou du racisme, on le subit en tant qu'individu, pas appartenant ou étant perçu comme appartenant à un groupe. Et que donc, c'est d'emblée politique. Et la dénonciation, par exemple, MeToo, c'est dire quoi? C'est dire, oui, en tant que femme, j'ai pu subir des agressions, des violences, mais c'est en tant que femme. Alors, c'est pas valoriser le fait d'être une femme, c'est pas ça. C'est dire, les inégalités, elles sont fondées sur des catégories qu'on peut interroger, qu'on peut remettre en cause. Mais pour arriver à lutter efficacement contre ces inégalités, il faut d'abord assumer, alors je sais qu'on est dans des logiques positives ici et que pour agir, il faut être positif, mais pour agir positivement, il faut faire un bon diagnostic. Et ce que me disent les personnes que j'interviewe, c'est que pour faire le bon diagnostic, il faut diagnostiquer le fait que les inégalités, elles sont associées à des répartitions dans des groupes. Donc, le premier point, c'est vraiment la reconnaissance des inégalités pour pouvoir réellement porter efficacement l'égalité. Merci beaucoup, Réjeanne Sénac. Flore Vasseur, dans Bigger Than Us, vous avez rencontré, interrogé, mis en scène d'une certaine façon, je ne sais plus combien il y en a, une dizaine, je vais dire. 7. 7, voilà. Une grosse demi-douzaine de jeunes. Dans le monde entier, ce qui est dit à l'instant sur la France, est-ce que vous y retrouvez quelque chose de ce que vous avez entendu au niveau mondial, oui, en partant à la rencontre de cette jeunesse engagée? Oui, moi je vais démarrer de la même manière que Réjeanne, je vais vous dire d'où je parle. D'où vous parlez. Exactement. Moi je suis réalisatrice et effectivement je viens de produire et réaliser un documentaire qui s'appelle Bigger Than Us, qui en fait est allé interroger et suivre 7 jeunes partout dans le monde, au Brésil, en Afrique, en Asie du Sud-Est, à Lesbos, etc., qui s'engagent pour les autres, et pas uniquement sur les thématiques environnementales, c'était un point d'entrée, mais surtout sur les thématiques de justice sociale. Et en fait, la grande découverte de ce film, c'est que tout est inégalité. Que l'on parle d'inégalité générationnelle, et tout est injustice. Injustice générationnelle, raciale, économique, sociale, etc. Tout est lié au même problème. Et c'est pour ça que je voudrais tout de suite le planter, qui est que en fait, tout est lié à un système qui ne fonctionne que parce qu'il crée de l'inégalité. Donc moi, je veux bien entendre parler de l'égalité. J'ai dû lire 10 fois, en fait, honnêtement, le brief de cette session pour comprendre ce qu'on voulait dire. Peut-être, j'ai pourtant fait de belles études, mais je ne comprenais pas, en fait, ce que vous vouliez dire par déterminisme, etc. Là, il y a vraiment un grand sujet entre nous, notre cénacle ici, et les bonnes intentions, en fait, sur des valeurs morales et la réalité concrète, qui est que, effectivement, tout est injustice. Et ces jeunes qui se lèvent, donc au Malawi, sur les conditions des femmes, à l'Ouganda, sur l'accueil des réfugiés, etc., c'est à chaque fois ce que vous disiez exactement, le souci qu'a cette génération, profondément, de restaurer la dignité humaine. Et je voudrais vraiment insister là-dessus. J'ai entendu parler de performance économique, d'engagement, de parcours d'engagement professionnel. Enfin, regardez ce qui se passe à quelques heures de Paris. Ce qui nous est adressé aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait pour la dignité humaine. Alors encore une fois, ici, il y a beaucoup de personnes qui ont les mains sur un certain nombre de pouvoirs, etc. Je crois qu'il est temps de comprendre que notre façon de nous positionner par rapport à tout cela est profondément inquiétant. Je voudrais finir sur un chiffre, parce que je ne sais pas si j'aurai encore la parole. L'étude de The Lancet que The Lancet a lancée en septembre dernier, qui est incroyable, qui a interrogé je ne sais plus combien de jeunes partout dans le monde de 18 à 25 ans. Eh bien, aujourd'hui, 3/4 de ces jeunes sont extrêmement pessimistes quant à l'avenir. 58% considèrent qu'on ne s'en sortira plus. Donc, on peut continuer avec nos outils d'indicateurs de performance, etc. On s'est beaucoup inquiété sur l'extinction des abeilles. Je suis là pour vous dire, et je pense qu'il y a beaucoup de parents dans la salle, que ce sentiment-là, cette extinction-là, elle est en train d'atteindre nos enfants. Je passe ma vie à accompagner ce film partout en France. J'ai la chance qu'il sorte dans beaucoup de pays.
Je vois tous les jours des jeunes qui sont accompagnés par leurs professeurs pour voir ce film parce qu'il a une vertu, je dirais pas thérapeutique du tout, mais en tout cas pédagogique sur le monde et ses inégalités aujourd'hui. Et je les vois avec une envie de vivre, une envie de se battre, une envie de comprendre, mais avec un désarroi énorme qui est la communication avec les générations au-dessus d'eux. Et beaucoup de jeunes me disent « Merci pour ce film parce que mes parents vont enfin comprendre ce que je ressens ». Promis, je vous coupe la parole, mais c'est pour vous la rendre après. Mais je voudrais qu'on entende aussi Jean-Marie Bellafior, alors qui est de l'autre côté, puisque nous avons la recherche, nous avons une grande ONG. Vous, c'est le côté, le monde de l'entreprise. Que peut-il, participe-t-il, comme le dit Flore Vasseur, finalement d'un système qui est producteur des inégalités, ou peut-on espérer que par certaines actions, il contribue à les limiter ? Oui, bonjour à tous. Non, mais déjà un mot, puisque vous avez démarré en disant est-ce que l'inégalité ou le sujet de l'égalité est encore fédérateur. J'en ai évidemment la conviction. L'égalité est fédérateur parce qu'il n'y a pas de monde apaisé sans égalité, tout simplement. Après, on peut parler de l'égalité morale, de l'égalité civique, de l'égalité des chances. Donc c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Et donc moi, d'où je pars du monde de l'entreprise. Et je pars du monde de l'entreprise, donc BNP Paribas Personal Finance, qui est une filiale du groupe BNP Paribas, qui est dans le financement de la consommation. Donc on est au cœur du développement de ce qu'on appelait tout à l'heure de la vraie vie, de la vie positive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égalité sans donner la possibilité d'accéder tout simplement à la consommation. Et donc la pauvreté ne permet pas, évidemment, d'accéder à la consommation. D'ailleurs, je voudrais vous dire qu'à la base de la création de notre entreprise, on est après-guerre. Un ménage modeste ne peut pas accéder à la consommation. Un ménage modeste ne peut pas s'équiper, tout simplement. Ne peut pas acheter un téléviseur, un réfrigérateur, une machine à laver. Et donc la création de notre entreprise, et c'est notre ADN aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les ménages modestes puissent accéder à la consommation. Donc une valeur qui est extrêmement forte pour nous et auquel nous sommes très attachés, c'est l'inclusion. Dans les sujets d'égalité, c'est comment favoriser l'inclusion. Et l'inclusion, ça nous renvoie à l'égalité des chances. Donc quand on parle d'égalité, on ne sait pas si on parle d'égalité, d'équité. Moi, je crois beaucoup aussi au sujet de l'équité qui nous renvoie à l'égalité des chances. C'est-à-dire comment on fait en sorte de rendre les citoyens au même niveau d'équité, de telle sorte que ça puisse favoriser l'égalité. Quand on met pauvreté, inégalité, même j'allais dire implicitement, on entend la notion de pauvreté comme une pauvreté économique. D'ailleurs, vous l'avez attrapé par ce bout-là. Mais on peut manquer de plein d'autres choses que d'argent. On peut manquer d'éducation, de santé, de lien avec autrui. Si vous deviez les uns et les autres indiquer quels sont les leviers, en dehors de la seule question économique, que je ne méprise pas du tout en disant cela, hein. On l'a vu et on l'a beaucoup raconté d'ailleurs dans ce journal à l'occasion de crises récentes que voilà, toute une partie de la population vit à l'euro près ou aux 10 centimes d'euros près tous les mois et donc ce n'est pas rien. Mais quels sont les leviers qui peuvent permettre, les autres leviers, de lutter contre les inégalités? Vous êtes dans le même ordre, allons-y. Oui, sur le... Vous savez, la Croix-Rouge, depuis 160 ans, agit sur la lutte contre les exclusions, sur la lutte contre la précarité. Et nous avons... en 2019, réfléchi à une vision, positionnement, de raison d'être face aux nouveaux défis qui se posent à une institution comme la Croix-Rouge. Le maître mot, c'est celui de la résilience, c'est la capacité qu'une institution comme la nôtre a à construire un véritable parcours qui permet de donner des outils dès le plus jeune âge, des outils qui permettent d'aller vers une inclusion dans la société. Des outils de quelle nature alors? Tout simplement parce que dans l'éducation, dans la façon dont la Croix-Rouge peut agir dans les écoles aujourd'hui, auprès des collèges, la façon dont auprès des populations les plus en difficulté, on a une action de donner des outils et des moyens pour la reconnaissance, d'acquisition de compétences par la création, par exemple, de Croix-Rouge Insertion, qui n'existait pas il y a 4 ans, par les actions que nous faisons vers l'emploi, vers également des mises en contact de vie sociale, de responsabilité prise, y compris d'engagement associatif chez nous. Et donc c'est un véritable parcours qui part d'abord de la question de l'éducation, comment on remet dans une institution humanitaire comme la nôtre l'enjeu de l'éducation
de la prévention comme étant une première étape, mais aussi, et c'est important de le rappeler, la façon dont la question de la protection aujourd'hui est attendue de la part de nos concitoyens et la façon dont on accompagne les populations face aux crises pour leur donner des moyens d'agir et d'avoir prise sur les crises. Nous vivons actuellement un drame totalement inimaginable sur les territoires européens. Au cœur de l'Ukraine, dans les métros, que fait la Croix-Rouge ukrainienne? C'est d'apprendre les gestes qui sauvent aux populations. Ceci, nous le faisons ici, mais nous le faisons là-bas également, et dans des moments dramatiques. Et donc, l'autre aspect qui est pour nous essentiel dans ce parcours, c'est la question du lien social. Et ça passe par « je te reconnais, je te fais confiance ». Et en cela, je crois que nos sociétés ont besoin de tiers de confiance pour créer ce lien et réussir. Tu as ta place. Concrètement, comment Tout simplement par la vie de nos délégations locales, la façon dont on accueille, on fait de la distribution alimentaire, on fait de la distribution vestimentaire, mais ce n'est pas l'objet qui est important. C'est un morceau l'essentiel. Mais autour de cet acte se joue une relation humaine, se joue une écoute, se joue une orientation et on remet de l'humain dans cette relation. Dans un monde totalement archipélisé, totalement éclaté, cette relation d'écoute, cette relation d'accompagnement remet au cœur de la société ce bénévole qui veut du bien. Vous voyez, le mot bénévolat est un très beau mot, c'est celui qui veut du bien. Eh bien, il se joue là au quotidien auprès des populations les plus en difficulté. Éducation, protection, lien social. Flore Vasseur, vous vouliez compléter? Je vous passe la parole ensuite. Oui, enfin, si je peux me permettre de réagir sur ce qui a été dit précédemment, je vous ai parlé de ce désarroi de la jeunesse. Je ne pense pas qu'un crédit à la consommation ou quoi que ce soit résolve d'une aucune manière leur perception de l'avenir. Enfin, je crois que justement, la détresse, c'est ça en fait. La détresse, c'est une réponse transactionnelle à un désarroi qui est profondément existentiel en fait. Et ce dont parle Philippe Dacosta est exactement ça. Ce que j'ai vu, moi, c'est une jeunesse qui, dans une société ou dans des sociétés qui se sont déjà totalement effondrées, décide de survivre et d'embarquer tout le monde autour d'eux. Alors moi, j'ai pensé faire un film sur des activistes presque très éloignés de nous finalement. Et je me dis tous les jours, mais en fait, ils nous donnent des clés pour survivre, pour savoir, nous, comment accueillir ce qui nous arrive, ce qui va nous arriver. Ce flot de personnes, voilà, cette perception qu'on a de l'autre, de la situation de précarité, de vulnérabilité. Enfin, là, on est en train de comprendre que ça nous concerne tous. Enfin, je crois que ce n'est pas un changement petit de paradigme qu'on a devant nous, c'est juste énorme. Et la question de la dignité, du sens et de l'utilité, en fait. C'est pour ça que c'était intéressant d'avoir une pointe sur la consommation. Mais je crois que justement, cette jeunesse-là, en tout cas, chacun des protagonistes du film, je vous assure qu'ils font des miracles avec rien du tout. Il n'y a pas Amundi avec ses millions, quoi. Et pourtant, c'est juste énorme. Et je pense que c'est ça qui est à découvrir. Et c'est ça qui est, vous parliez d'inspiration, du rôle du bénévole, cette position, alors non sans dénier le rôle de la réalité économique dans nos vies. Enfin, je veux dire, voilà, je suis au courant. Et ben, néanmoins, il y a peut-être quelque chose d'autre à encourager. Et j'ai l'impression que c'est un peu notre rôle à nous tous, en fait. C'est de permettre à ces idées-là, à cette énergie-là, à cette volonté de faire là, d'avoir sa place, parce que en fait, effectivement, avec cela, il y a du lien social, il y a de la joie. Enfin, moi, je vois beaucoup de gens agir par joie, en fait. Pas en se disant que parce qu'ils agissent, les choses vont changer. Et ça ne marche pas, c'est de l'ego. Mais parce qu'ils vont rencontrer quelqu'un comme eux, ils vont rencontrer une communauté de valeurs, ils vont rencontrer leur tribu, ils vont être dans un groupe. C'est tout ça que la société et le confinement et le Covid a cassé. Et c'est justement tout ça qu'on est vraiment profondément appelé à réinvestir. Oui, je prends la parole. Non, déjà, je voudrais réagir sur un point. Je n'ai pas parlé de crédit à la consommation, j'ai parlé d'accès à la consommation. Non, mais c'est très différent parce que notre raison d'être, c'est pas de faire du crédit à la consommation, c'est de favoriser l'accès à une consommation qui soit d'ailleurs plus responsable et plus durable. Quand vous parlez des jeunes, un jeune qui est en milieu rural et qui peut pas trouver de travail sans voiture,
eh ben, il faut bien qu'ils puissent accéder à la consommation, qui est en l'occurrence de pouvoir obtenir un véhicule. C'est juste une parenthèse que je fais. Sur le sujet des leviers, moi je pense qu'il y a 2 leviers qui sont absolument essentiels, qui sont l'éducation. C'est qu'il n'y a pas de forme d'égalité qui ne puisse s'établir sans éducation, donc sans une égalité de l'éducation à la base. Et puis c'est l'inclusion, et notamment l'inclusion des jeunes dont vous parlez, qui est absolument essentielle. Voilà. Donc nous, on focalise beaucoup en tant qu'entreprise. Une entreprise, c'est une entité sociale, hein, donc qui forcément se préoccupe de son environnement et de l'impact positif qu'il peut avoir vis-à-vis de son environnement, parce que c'est une entité sociale citoyenne. Donc on a beaucoup de travaux autour de l'inclusion et autour de l'éducation. Je peux citer quelques exemples qui ne sont pas tous sur notre métier. Un exemple peut-être, en tout cas? Alors, on est par Après, exemple le groupe BNP Paribas, je vais être sur le thème de l'inclusion, et signataire du pacte, hein, qui est le pacte avec les quartiers. Hein. Vous savez qu'il y a 1500 quartiers prioritaires en France. C'est le pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises. Et donc, nous sommes particulièrement actifs, notamment à Seine-Saint-Denis. Et ça s'exprime par des engagements qui sont extrêmement forts, de dons d'ordinateurs, par exemple, de recrutement de jeunes, de mise en place d'alternance. On est engagé pour reprendre 2000 alternants tous les ans. Hein. C'est des stagiaires. Donc voilà, c'est tout un programme, en l'occurrence, d'insertion et d'insertion des jeunes qui est mis en place par le groupe BNP Paribas. Réjeanne Sénac. Alors juste sur la perception des inégalités, très souvent on a tendance à valoriser ou à voir comme centrale la dimension économique, hein, ce qu'on appelle le monisme ou l'économisme, c'est-à-dire qu'on va parler d'inégalités économiques et sociales en ayant l'impression que les autres enjeux, les autres questions vont être associées à des questions dites sociales, culturelles, en ce qui concerne le sexisme, le racisme, le rapport au territoire ou à d'autres critères de discrimination. Vous savez, on a 25 critères de discrimination en France. Ce que montrent à la fois les données quantitatives et l'enquête qualitative en particulier que j'ai faite, mais d'autres aussi, c'est qu'en réalité, il y a une imbrication. C'est-à-dire le fait d'habiter certains territoires à la fois ruraux, mais aussi dits des quartiers de la ville, le fait d'être une femme, les femmes sont surreprésentées par exemple dans les travailleurs pauvres, le fait d'être de telle origine ethnoculturelle, est imbriqué avec les questions de pauvreté. Voilà. Donc les choses ne sont pas séparés, hein, quand on travaille sur les inégalités. Et quand moi, donc, j'ai travaillé sur les mobilisations contemporaines, vous avez entendu ces slogans « fin du mois, fin du monde justice sociale et environnementale ». Voilà. Il y a vraiment une prise de conscience qui est à la fois nationale mais aussi internationale, hein, et la pandémie a montré, on a parlé de vulnérabilité, a montré que notre vulnérabilité elle ne pouvait pas être limitée aux frontières, et en particulier aux frontières nationales, et qu'il y avait en réalité une imbrication des enjeux économiques et sociaux, des enjeux environnementaux. Ceux qui subissent le plus le dérèglement climatique, les enjeux environnementaux, c'est les populations vulnérables, dans une logique nord-sud, mais aussi au sein de notre territoire. Et on a souvent dit d'ailleurs que les Gilets jaunes, le point de départ, hein, c'était la taxe carbone et le fait que les populations les plus pauvres ne pouvaient pas assumer des taxes supplémentaires. Mais la pétition de Priscilla Ludowski, que j'ai interviewée, est une pétition qui dit bien: on est d'accord avec le diagnostic, il faut faire quelque chose en termes environnementaux, mais en tenant compte et en n'accentuant pas les inégalités économiques et sociales. Donc vraiment, je trouve que sur ces enjeux d'inégalité, on peut voir quelque chose de positif dans une complexification du regard, qui n'est pas une complexification du regard parce qu'il y a des revendications identitaires qui segmentent la population française, mais parce que la réalité, elle est complexe. La réalité des problématiques en termes d'inégalité, c'est de l'imbrication de critères. Et que donc, moi, je suis positive en ce point-là. C'est que je pense que c'est une lecture idéologique et complètement contre-productive de dire on est dans une segmentation, d'un séparatisme, chacun défend ses petits intérêts, dans les nouvelles révoltes qui ne sont même plus des révolutions. Encore, c'est un peu de chic, les révolutions. Je pense qu'on se trompe en disant ça.
Je pense que le diagnostic, il est complexe, donc les mobilisations, elles sont complexes. Et il y a vraiment une prise de conscience, comme rarement, de ces imbrications-là, mais de la nécessité de faire des alliances, des synergies et pas des convergences, parce qu'il y a quand même une peur de reproduire, ce qu'on connaît bien, hein, une domination d'une lutte sur les autres, et en particulier la question de la lutte des classes et de la dimension économique. Cette question des inégalités, tout comme la question de la pauvreté, ce ne sont pas des questions nouvelles dans le débat public, dans nos sociétés. Moi, j'ai l'impression que ça fait 30 ans que j'anime des articles, joli lapsus, que je rédige des articles, où j'anime des débats sur ces questions-là. Si vous deviez, les uns et les autres, identifier un point, un levier, une urgence, qu'est-ce qui manque pour réussir aujourd'hui? Parce que beaucoup ont essayé malgré tout. Moi, je crois que la reconnaissance de l'engagement dans ce qu'elle permet dans les parcours de vie est un vrai sujet. La ministre l'a expliqué tout à l'heure, notamment quand elle a parlé de la reconnaissance des compétences acquises dans les engagements, compétences essentielles pour trouver sa place. Je vais donner 2 exemples à la Croix-Rouge. Vous savez que les métiers du sanitaire et social sont extrêmement en tension. À cette sortie de crise, c'est non seulement dans nos hôpitaux que ça se joue, mais également le métier de travailleur social aujourd'hui est en crise. Nous avons 18 000 étudiants à la Croix-Rouge. Qu'est-ce que nous constatons? C'est que le public que nous sommes en train de recruter n'est plus le même. Ce sont des filles, des femmes et des hommes qui trouvent là une forme d'émancipation et de sortie de leur milieu d'origine pour trouver à la Croix-Rouge une entrée dans des métiers qui sont en rupture d'ailleurs par rapport à la famille, qui sont de milieu social modeste et qui trouvent là une reconnaissance par le travail social. Et avant, on avait des lycéens qui après leur bac, passaient le concours, étaient sélectionnés. Nous avons créé un CFA. Dans ce CFA, nous avons un public de jeunes issus de lieux, de quartiers, qui aujourd'hui trouvent aussi dans cet engagement-là une forme d'émancipation et donc de parcours de vie professionnelle. La deuxième également, c'est ce que nous faisons, je l'ai dit trop rapidement tout à l'heure, sur les options Croix-Rouge. Quand nous sommes dans les collèges, dans les lycées et qu'on travaille sur les questions de violence, sur les questions de vivre ensemble, c'est des éléments qui ont aussi leur importance dans le quotidien de ces collèges et de ces lycées. Donc, vous dites juste reconnaissance de l'engagement, d'un exemple concret, c'est quoi? C'est de la VAE, de la validation des acquis d'expérience qui me permet, à différents moments de ma vie. C'est aussi une question pour nos entreprises. En quoi, dans nos recrutements, nous ouvrons nos recrutements non seulement aux diplômes, mais au-delà des diplômes, en quoi des parcours de vie font la différence? En quoi un engagement associatif, vous savez, à la Croix-Rouge, lorsque les équipes de la Croix-Rouge interviennent sur le SAMU, sur le périphérique avec les équipes du SAMU, ils sont au même niveau d'intervention de prise de risque avec une formation qu'ils acquièrent à l'intérieur de la Croix-Rouge. Donc ces parcours-là font que aujourd'hui, dans des associations, dans des clubs sportifs, il y a des compétences qui sont acquises, qui ne sont pas suffisamment reconnues, mais qui font la différence aussi dans la vie sociale. Je veux dire par là, c'est que ces femmes et ces hommes qui ont des engagements dans la société, dans la cité, si j'ose dire, sont dans nos entreprises. Il se trouve que je suis dirigeant d'un groupe de protection sociale et je peux en témoigner également. Il y a là une rencontre qui doit se faire de plus en plus entre ces engagements-là et les besoins même à l'intérieur de l'entreprise de compétences qui sont essentielles. L'engagement, le sociétal a fait son entrée dans le monde des entreprises. Et on a besoin, dans le monde des entreprises, de ces compétences au même titre que nous recrutons des compétences RH, financières, voire de gestion dans différents domaines. Ces compétences sociétales dans nos entreprises font aussi la raison d'être de nos entreprises dans la réponse à cela. Et ça, je crois que c'est un élément très important. Alors, reconnaissance plus forte de l'engagement, qui veut... Jean-Marie Bellafiore, comment on parlait des entreprises ou non, Flore? Oui, pour abonder, je pense qu'on a en face de nous une profonde possibilité d'opérer un changement culturel. Ce qui pourrait tout changer, c'est une mise à jour quelque part de notre système de valeurs. Effectivement, s'engager, être utile aux autres, même ne serait-ce que dans l'arrière, entre guillemets, hiérarchie des métiers, c'est des choses qui ne sont pas valorisées. On vous regarde de façon assez étonnante, de façon décalée. Ça va du monde, de la façon dont on vous regarde socialement à la cour de récréation. Nous, avec le film, ce qu'on veut faire, c'est changer la conversation dans la cour de récréation. Si dans la cour de récréation, on parle des protagonistes du film, de René, de Mohamed, etc., qui tous les jours luttent pour les autres,
autres et pas seulement pour la planète. Et qu'on parle de ça, et si on change l'aspiration, qu'est-ce qu'on a envie de devenir? À quoi est-ce qu'on veut ressembler? Quel est le projet de société? C'est ça le sujet, en fait. Et donc, nous, notre petit objectif, c'est de changer la conversation dans la cour de récréation parce qu'on pense qu'alors, elle change partout. Mais c'est vraiment bien le sujet de nos représentations. Qu'est-ce qu'on valorise? Ça veut dire quoi, avoir une vie pleine, une vie riche? Ça veut dire quoi, même? Je ne nie pas la réalité économique. Être riche, ça veut dire quoi? Avoir un rôle, ça veut dire quoi? Être utile. C'est ça qui nous est demandé aujourd'hui et c'est ça qui peut tout changer. Donc on peut dégainer des millions, etc., des plans. Je pense que c'est en nous, en fait. C'est notre rapport au monde qui est adressé aujourd'hui. Donc on n'est pas très très loin de la question ou de la notion d'engagement sur laquelle insistait Philippe Dacosta. Et je vous préviens que c'est une sorte de tour de table de clôture. Un tour de table, très bien. On va s'arrêter avant la fin. Un tour de table de clôture du moment que le micro marche, c'est bien. Non, écoutez, moi, au risque de me répéter, je pense qu'il y a deux éléments qui changeraient les choses. C'est tout d'abord l'éducation. Moi, je suis très critique sur l'éducation aujourd'hui. Je parle de l'éducation des jeunes. Je pense qu'on a un système éducatif qui n'est pas du tout inclusif. Un système éducatif qui ne pousse pas à faire en sorte qu'on développe la capacité à comprendre et à apprendre, mais plutôt un système éducatif qui nous permet d'acquérir des connaissances et qui du coup ne favorise pas l'inclusion dans la société d'après. Donc ça me paraît être un point extrêmement important et une source importante des inégalités qui se développent ensuite. Et puis la deuxième chose, je le disais tout à l'heure, il faut qu'on mette toutes nos forces, toute notre énergie sur l'inclusion des jeunes. C'est évidemment en favorisant l'inclusion des jeunes qu'on permet de gommer les inégalités et d'éviter les dérives qu'on peut voir aujourd'hui. Je donne juste un point, parce que c'est un point qui nous tient très à cœur, c'est l'inclusion numérique. On sait que le monde digital se développe extrêmement vite. Sachez qu'aujourd'hui, on considère qu'il y a 13 millions de Français qui sont en situation d'exclusion numérique. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre la vie d'aujourd'hui. Alors 13 millions de Français, c'est 2 sur 10. C'est absolument colossal. Soit parce qu'ils ne peuvent pas acheter de matériel, soit parce qu'ils ne savent pas s'en servir, soit parce qu'il n'y a pas d'accès là où ils habitent. Donc c'est un sujet sur lequel, évidemment, on travaille beaucoup et qui est un facteur d'exclusion majeur dans une société qui se développe à la vitesse de ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde digital. Réjeanne Sénac, et ce sera le mot de la fin de cette première table ronde. Alors, juste, je pense que, comme on l'a vu, pour être efficace dans l'action, il faut déjà faire un bon diagnostic. Donc, je pense que le diagnostic, c'est un diagnostic. En tant que politiste, je ne peux pas ne pas insister sur le fait que c'est un diagnostic qui doit intégrer l'héritage historique, l'héritage politique, les structures. Et donc, la dimension par les parcours individuels, par les engagements qui peuvent changer des choses. Moi, j'ai même interviewé Pierre Rabhi avant qu'il décède. Donc, cette idée, on va être des colibris. Et on m'a beaucoup dit, il n'y aura pas de grand soir, il n'y aura pas de petits matins qui chantent, mais il y aura des jardins partagés. Donc on est dans une réponse qui est beaucoup plus par le local, c'est-à-dire le diagnostic, il est très global. Et l'action est très locale. Voilà, et la réponse est très locale. Pourquoi ? Parce qu'il y a une défiance vis-à-vis des actions nationales qui ont montré leurs limites. Mais dans le même moment, on voit qu'il y a aussi une réhabilitation des recours en justice. L'affaire du siècle, Cédric Herrou qui fait un recours, une question prioritaire au Conseil constitutionnel et qui arrive à faire reconnaître la fraternité comme un principe à valeur constitutionnelle. Donc il n'y a plus de délit de solidarité en France. Donc on voit bien qu'il y a une réponse par la diversité tactique, qu'il n'y a pas qu'une seule réponse, il n'y a pas une pureté militante. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que pour être efficace, et vous disiez, il y a un premier point, un premier cut à franchir, qui n'est pas le plus agréable, c'est de se dire que notre héritage, c'est un héritage inégalitaire. Que non, le pays des droits de l'homme, il a été discriminant. Il a été sexiste, il a été raciste et il continue à l'être. Et que pour agir... Tant qu'on ne regarde pas cette histoire, tant qu'on ne regarde pas cette réalité... Cette histoire et ce présent, notre avenir, il va reproduire ça. Et il va être dans une logique de mérite individuel ou d'engagement individuel. Moi, je ne suis pas du tout contre les engagements individuels. Mais comme vous le disiez, quand on est dans une fracture numérique ou parce qu'on habite tel territoire, on n'a pas accès, parce qu'on doit se déplacer pour trouver un boulot, on n'a pas de voiture, parce qu'on est de telle couleur de peau, parce qu'on a tel nom et qu'on nous suspecte de être de telle religion qu'on considère comme incompatible avec les valeurs de la République. Je parle de la religion musulmane, soyons clairs, aujourd'hui en France. Donc,
on ne peut pas, et il va y avoir des individus qui vont passer à travers les fourches codines de ces stéréotypes et de ces discriminations. Mais on ne peut pas avancer sur l'égalité de manière structurelle si on ne tient pas compte des discriminations structurelles au passé, au futur et au présent pour pas que ça se reproduise. Donc voilà, en tant que politiste, je pense que et si on a l'honnêteté de voir la lourdeur de la tâche qui est la nôtre, si on veut aller vers un horizon d'égalité, il faut faire un diagnostic grave, désagréable, mais qui sera le seul efficace. Merci beaucoup. Certains passent ou certaines à travers les gouttes, vous le disiez, mais ce sont, je crois, ce que j'en ai appelé des exceptions consolantes. Et il y a un beau livre de Jean-Paul Delahaye qui rejoint vos enjeux sur l'éducation, qui est sorti récemment là-dessus, en disant c'est pas parce que certains ou certaines y arrivent que le système permet d'y arriver. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je voudrais qu'on remercie chaleureusement Flore Vasseur, Philippe Dacosta, Réjeanne Sénac et Jean-Marie Bellafiore.